Bienvenue dans Paroles sans tabou, le podcast où l'on parle santé physique, santé mentale et santé sociale. Tout cela dans l'ouverture d'esprit et la parole décomplexée avec respect pour les différences de chacun et chacune. Je suis Naomi, infirmière sage-femme depuis une bonne décennie et votre hôte dans ce podcast. Merci à vous qui me suivez, m'envoyez des conseils et idées constructives. N'hésitez pas à continuer ce soutien actif en poussant le bouton j'aime, en activant la cloche de notification et en vous abonnant si ce n'est déjà fait. Vos commentaires sont la bienvenue dans la bienveillance. Sachez aussi que l'intégralité des podcasts Paroles sans tabou sont enfin disponibles sur les plateformes Spotify et Deezer. Vous trouverez les liens en description de cette vidéo. Alors j'imagine que beaucoup d'entre vous se sont demandé éthylisme, c'est quoi ça encore? Peut-être même que vous êtes de ceux qui ont lancé Google histoire d'avoir une réponse, ou encore vous avez déjà été en contact avec ce terme et du coup vous connaissez plus ou moins la réponse. Bref, pas de souci, on va voir ce sujet de plus près ensemble. Une chose est sûre, on a tous déjà été face à l'éthylisme un jour. Malheureusement, pour certains, ce sujet est plus personnel que d'autres. Voici d'ailleurs quelques indices qui vous donneront une cible concernant l'éthylisme. C'est un mot qui est lié à d'autres mots tels que le vin, la bière, le whisky ou encore la vodka. Vous me voyez déjà venir ? Eh oui, l'éthylisme est l'appellation médicale pour ce qu'on connaît tous comme étant l'alcoolisme. J'aime le mot éthylisme parce qu'il cible la matière addictive dans les boissons alcooliques, c'est-à-dire l'éthyle, aussi appelé éthanol. Maintenant que j'ai toute votre attention, je vais continuer cet épisode avec le terme alcoolisme. En dépit du nombre affolant de drogues qui existent sur le marché mondial illégal ou encore depuis peu le marché légal pour certaines drogues et pays, bien, sachez que l'alcool est considéré comme la drogue la plus utilisée. La drogue la plus destructrice du coup, mais aussi la plus normalisée. Et cela parfois dès le plus jeune âge en fonction des régions du monde où on se trouve. Alors quoi de mieux que des chiffres pour illustrer cela ? L'alcoolisme, c'est une maladie qui touche plus ou moins 10 à 15% de la population mondiale. Et la pandémie Covid a contribué à l'augmentation non négligeable des taux d'alcoolisme au sein des groupes de personnes ayant réussi à s'affranchir, mais aussi de nouveaux cas avec pour manifestation visuelle la hausse de violences intrafamiliales, la hausse des comas éthyliques, et j'en passe. Du coup, on peut s'accorder pour dire que l'alcoolisme a un impact direct sur notre société, qu'on soit la personne souffrante d'alcoolisme ou bien un membre de l'entourage proche, par exemple familial, ou encore éloigné, par exemple des collègues. Pour en revenir aux chiffres, chaque année, l'alcoolisme est à la source du décès de plus ou moins 3 millions de personnes. Oui, 3 millions de personnes. Retenez ce chiffre, on reviendra sur cette notion un peu plus tard. Et plus du 3/4 de ces décès concernent des hommes. Mais on voit clairement une augmentation de l'alcoolisme féminin au sein de nos sociétés diverses. Parce qu'en l'espace de 10 ans, on peut dire que le nombre de femmes alcooliques a plus que doublé au point de presque rattraper celui des hommes concernés. C'est un triste record, mais une réalité. Donc oui, cette maladie emmène avec elle la mort. Mais avant cette fin commune à l'humain, il y a toute une panoplie possible de conséquences pouvant toucher les personnes concernées. Et concrètement, c'est ce que j'appelle la loterie de l'alcoolique. D'ailleurs, je vous ai fait un bref résumé, un bref échantillon de quoi peut contenir cette loterie. On voit les problèmes de foie, donc les problèmes de foie qu'on connaît par exemple sous le nom cirrhose du foie. Il faut savoir que quand on consomme de l'alcool, on ingère 90% de cet alcool dans le sang en passant par le foie. Donc le foie est la porte d'entrée de l'alcool dans le corps. Sauf que l'abus d'alcool, à défaut d'ouvrir délicatement cette porte, bien ça revient à fracasser à chaque fois cette porte en fait, ce qui fait exploser le budget réparation du corps jusqu'au point de non-retour. Une autre conséquence qu'on peut voir, c'est l'hépatite du foie liée à l'alcoolisme. On voit aussi le dérèglement de la flore intestinale. Intéressant à savoir, c'est que le dérèglement de la flore intestinale est reconnu actuellement comme étant une des causes clés de maladies psychiatriques telles que la dépression, les sautes d'humeur, l'anxiété, hallucinations, etc., etc. Mais on voit aussi des cancers des voies digestives causés par le dérèglement de la flore intestinale.
Ce qu'on remarque aussi clairement chez les personnes alcooliques, parfois, c'est la diminution physique de la matière cérébrale, ce qui va créer un vieillissement accéléré du cerveau et va donner aussi des lésions neurologiques. Les personnes alcooliques peuvent aussi souffrir de ce qu'on appelle la malnutrition. La malnutrition qui est causée par le manque chronique de vitamines essentielles telles que la vitamine B. Vitamine B qui, soit dit en passant, joue un rôle crucial dans le fonctionnement nerveux du corps. Et on sait depuis un certain temps que la fertilité est grandement affectée chez l'homme et chez la femme quand ils consomment de l'alcool. En parlant des femmes, j'aimerais appuyer qu'au-delà des faits cités plus haut, les femmes sont, du fait de l'alcoolisme, plus vulnérables aux violences physiques, violences sexuelles, etc. Aussi, pour ce qui est de la femme, si une grossesse est en route, sachez que la moindre goutte d'alcool consommée impactera l'enfant à venir avec les mêmes effets que chez l'adulte. Sauf que, au moment de la grossesse, bien, les zones fragiles telles que le cerveau sont en pleine formation qui se verra impactée et qui va se manifester par des retards mentaux, retards de croissance, problèmes d'apprentissage, etc., etc. Donc je me répète, on ne consomme aucune goutte d'alcool pendant la grossesse. La liste est longue. Pour vous donner une idée, plus de 200 maladies ont été répertoriées comme ayant pour cause l'abus d'alcool. Mais voilà, l'énumération de ces maladies n'est pas forcément la méthode des plus efficaces pour pousser les personnes alcooliques à passer à l'action. Pour aider une personne à tendance alcoolique ou bien une personne confirmée alcoolique, la première étape, c'est d'oser lui en parler franchement à un moment de sobriété. Plus facile à dire qu'à faire, parce qu'on vit dans une société où le franc-parler enrobé de tact est pour ainsi dire pas facile à trouver ou même pas facile à exercer, moi la première. Beaucoup vont discuter derrière le dos, mais peu auront la démarche inversée de parler aux concernés. Et c'est précisément cette démarche inversée qui contribue au tabou qu'est l'alcoolisme. Croyez-en mon expérience, pointer du doigt une situation destructrice pour la personne qu'on aime demande du courage et non du commérage. Et une fois que la conversation est amorcée, sachez que le changement viendra uniquement avec la volonté du ou de la concernée. Se désintoxiquer de l'alcool après une période d'abus se fait rarement seul parce que bien c'est un processus qui est accompagné de signes de manque physique et psychologique liés à l'abstinence. Donc le début de ce chemin est une question de volonté de la personne concernée. À titre d'information, pour avoir une idée, les signes physiques de manque sont violents et se manifestent par des convulsions, des nausées, des insomnies, des douleurs neurologiques, des colères et la liste est encore longue. Et je peux vous dire que c'est aussi ce qu'on voit chez des nouveau-nés dont les mamans consommaient de l'alcool pendant la grossesse. Pour vous donner une idée supplémentaire, je me souviens avoir accueilli régulièrement aux urgences de l'hôpital où je travaillais des personnes en voie d'entrée en maison de sevrage. Et la toute première fois où j'ai dû préparer une de nos chambres standards en chambre d'attente en vue du transfert donc d'un volontaire vers un centre de sevrage agréé, bien, la première chose qu'on m'a demandé, on m'a demandé de vider la chambre de tout produit contenant de l'alcool. Bon, dans un hôpital, quand on parle d'alcool, il s'agit de gel hydroalcoolique, donc pour se désinfecter les mains, ou de lingettes désinfectantes pour pratiquer des actes médicaux du style prise de sang. Et alors, on m'a expliqué que bien, le manque d'alcool poussait certaines personnes à boire ou à consommer ces matériaux hautement toxiques et mortels. Et donc, tout ceci sert à souligner que le sevrage doit être fait avec assistance médicale. Ce n'est pas quelque chose de fort accessible et de facile à faire. Et à défaut d'avoir de l'assistance médicale, il faut du moins être entouré de personnes préparées à encaisser. Il faut tout de même préciser que chez certaines personnes, bien, des médicaments seront nécessaires pour les aider à s'éloigner de l'alcool. Et ces médicaments auront pour rôle justement de rendre la personne malade si elle consomme de l'alcool ou encore de mettre en pause justement la demande nerveuse d'alcool chez cette personne. Mais on voit que le meilleur résultat du sevrage est obtenu grâce à ce qu'on a déjà tous vu dans les séries télévisées, les alcooliques anonymes. Des séances de groupe permettant d'être soutenus par des personnes pouvant comprendre la situation et créer un socle protecteur et durable de non-rechute. Eh oui, on revient à cette notion, l'entourage est aussi ce qui fait l'humain. Bien, au vu de tout ceci, on peut se demander si ce n'est pas mieux de s'abstenir de breuvages alcoolisés. D'ailleurs, il y a des religions où c'est interdit de boire de l'alcool, ce qui résout en théorie l'équation. Après, on sait que dans d'autres religions, leur saint a transformé de l'eau en vin.
Une chose est sûre, les tabous pèsent plus quand les religions, les cultures et autres s'en mêlent. On l'a déjà vu dans d'autres épisodes et celui-ci ne fera pas l'exception. Donc la question mérite tout de même d'être abordée et répondue sans faux semblant. Pour ce qui est de l'alcool, ma religion est celle du prévenir vaut mieux que guérir. Ce qui implique de s'examiner personnellement et chercher les signes précoces pouvant mener sur la pente glissante qu'est l'alcoolisme. Parce que la théorie veut que une personne qui consomme plus de 2 verres par jour tous les jours, sans pouvoir s'en passer une journée, est considérée comme alcoolique. Et surtout si le manque de l'alcool a un impact sur son fonctionnement journalier. Mais on le sait tous que la pratique est bien plus complexe. Parce que, certains commencent jeunes et finissent détruits par l'alcoolisme dans leur quarantaine avec les conséquences associées. Oui, souvent l'accoutumance à l'alcool commence jeune. Vous savez, il y a les traditions du style on donne une goutte par-ci, on donne un fond de bouteille par-là pour goûter. En gros, on prépare inconsciemment, involontairement le terrain fertile de l'alcoolisme chez l'enfant. Bien sûr, il y a aussi ce qu'on connaît tous comme les traditions estudiantines telles que le binge drinking qui est un fléau de nos jours. Voici quelques questions pouvant servir d'auto-analyse. Avez-vous du mal à vous passer de l'alcool en journée ou avez-vous du mal à vous passer de l'alcool pour faire la fête? Avez-vous besoin d'alcool à des moments d'émotion forts? Êtes-vous régulièrement saoul, bourré, pompette? Pourquoi buvez-vous? Avez-vous difficile à vous arrêter de boire ou bien à respecter votre limite en matière d'alcool? Ou encore, vous vous êtes peut-être reconnu dans les signes d'abstinence cités plus haut, insomnie, colère, nausées, délire, violence, bref, j'en passe. Les questions de réflexion sont nombreuses, mais réfléchir aux conséquences dont personne n'est à l'abri permet de s'éviter le verre de trop. Peut-être le verre irréparable, comme par exemple le verre qui va contribuer à la perte de votre vie sur la route, ou pire encore, emporter la vie d'un ou d'autres personnes au passage. Alors oui, ce message peut vous sembler old school, réchauffé, vu et revu, mais pensons ensemble à ceci. Vous vous rappelez du prix de l'alcoolisme dans le monde? Oui, l'alcoolisme coûte plus ou moins 3 millions de vies dans le monde. On parle du coût direct. Alors on revient sur ce chiffre. L'alcoolisme est à la source directe de plus ou moins 3 millions de décès chaque année. On va quantifier cela différemment. Donc chaque année, un décès sur 20 dans le monde est directement lié à l'abus d'alcool. L'exercice est celui-ci. Quand vous serez dans un lieu public prochainement, ou si vous êtes maintenant dans un lieu public, comptez les personnes qui vous entourent, tout âge confondu, vous y compris. Comptez jusqu'à 20 et enlevez 1. Voilà l'impact direct de la consommation abusive d'alcool. N'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous. C'est ainsi qu'au-delà de briser les tabous, on sensibilise notre entourage ensemble. N'oubliez pas le bouton j'aime. Je vous laisse avec cette citation. Ce n'est pas le vin qui enivre l'homme, c'est celui-ci qui s'enivre.